VDI. Bruxelles-Métoula. Il est avec nous par téléphone cette semaine. Lundi, il était avec nous en studio. C'est Stéphane Juffa. Stéphane, bonjour. Oui, c'est bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on a plusieurs sujets à passer en revue avec vous comme tous les vendredis matins. Mais on en a un peu particulier qui nous vaut d'ailleurs une petite introduction musicale. Nos auditeurs ont reconnu un peu de Sirtaki. Ce n'est pas une musique spécialement israélienne, mais c'est à l'honneur dans l'actualité. Car il y a eu des avancées dans les relations israélo-grecques, israélo-chypriotes également. Elsa vient de le dire, avec un exercice militaire complexe qui n'a jamais été réalisé avec autant de soldats israéliens. Stéphane, on va voir ça en détail avec vous et en musique. Stéphane, tout d'abord, peut-être commencer par cet exercice militaire. Est-ce que pour vous, c'est une prouesse de faire ça à l'étranger, sur un sol étranger, avec 500 soldats israéliens ? Jim, attendez, je danse avec les auditeurs, là. 2 secondes. Ah, je suis essoufflé. Ça va s'accélérer, Stéphane. Ta, ta, ta. Voilà, Stéphane. J'ai comme vous très envie d'écouter ce Sirtaki. Je vais le laisser en fond, comme ça nos auditeurs peuvent l'écouter et ils auront droit à votre analyse en même temps, mon cher Stéphane. Ouais. Stéphane, cet exercice militaire du jamais vu, une prouesse israélienne ? Une prouesse, je dirais pas, mais c'est très important parce que ça se passe dans les monts Rhodos, qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a d'ailleurs de jolies pistes de ski. On connaît très bien la région avec l'équipe de la MENA parce que on y va souvent dès que les touristes sont retirés vers le mois de septembre. On loue des motos d'enduro et on se balade. C'est vraiment magnifique. Mais outre le fait que c'est magnifique, ça ressemble énormément à la topographie, je dirais, du Liban et de Syrie. Donc, on peut viser le regard des généraux israéliens. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de s'entraîner dans des endroits qu'on connaît pas, parce que Israël, c'est pas très grand, et ses commandos et Goz, notamment, et les pilotes, sont habitués au terrain, et c'est fondamental pour eux, pour nous, d'abord de travailler dans un endroit qu'on connaît pas, avec une topographie dangereuse. C'est toujours dangereux, les montagnes, pour les avions, les hélicoptères, pour les commandos. Il y a d'ailleurs eu de grandes parts de ces exercices qui ont consisté à aller rechercher d'éventuels soldats blessés sous le tir ennemi de nuit. Ça, c'était vraiment très très complexe. Et donc, première difficulté, de travailler dans un milieu qu'on connaît pas. Et puis, seconde difficulté, de travailler loin de la maison, c'est-à-dire on imagine qu'il pourrait y avoir éventuellement à l'avenir des heurts avec des pays éloignés comme l'Iran par exemple, et amener tout ce matériel, c'est des quantités astronomiques de matériel, 500 commandos, 200 membres des forces aériennes, des hélicoptères de transport Black Hawk, des hélicoptères d'attaque et puis des avions. C'est un sacré boulot. Dire que c'est une prouesse technologique, non, absolument pas. C'est un exercice important dans des conditions délicates. D'abord parce que nous l'avons réalisé avec nos amis cypriotes, et nos amis cypriotes vivent sous la menace de l'armée turque qui occupe la moitié nord de leur île. Et depuis 1974, depuis l'opération Attila, où l'armée turque avait envahi Chypre, eh bien, maintenant c'est Erdogan, mais Ankara ne cesse de menacer Chypre, surtout s'il s'équipait de moyens militaires modernes. Et il n'allait même pas imaginer un seul instant qu'Israël serait invité et à quelques centaines de mètres des positions turques interviendrait dans le cadre d'un exercice, mais avec de vraies armes. Alors, on voit ici bien entendu la portée stratégique. Les Turcs ne se sont pas trompés. Les Israéliens ont atterri à Paphos, qui est un aéroport, une grande ville de villégiature
du sud de l'île de Chypre. Et les Turcs ont au même moment, pas du tout par hasard, mené leur propre manœuvre navale juste au sud de Chypre. Donc on s'espionnait. On s'aime pas, ça c'est clair. Les Chypriotes et les Turcs sont des adversaires historiques. Et puis nous, on est aussi en train de devenir des adversaires historiques de la Turquie. Et voilà pourquoi ces manœuvres ont eu autant d'importance stratégique et tactique. Stéphane, on voit que l'histoire peut changer très vite en diplomatie, parce que je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, même dans nos entretiens dans Bruxelles Metula le vendredi matin, donc ça doit être dans ces 3 dernières années, on parlait de collaboration militaire entre Israël et la Turquie. C'est des sujets qui n'étaient pas tabous il n'y a pas si longtemps que ça encore, non ? Ouais, ça date d'un peu plus longtemps. Avant la venue d'Erdogan au pouvoir, Israël et la Turquie étaient des alliés, ce qui empêchait le développement militaire, économique entre Israël, Chypre et la Grèce d'autre part, parce que ces États sont jaloux de ce qu'on peut faire avec leurs adversaires historiques. Mais c'est clair, la Turquie était, je pense non, elle l'est plus, mais elle était l'un des principaux clients de l'industrie militaire israélienne. On leur a remis à neuf des avions, des milliers de chars d'assaut, on leur a vendu des drones, on leur a construit même des usines en Turquie, à tel point que même si on n'est plus les meilleurs amis du monde, eh bien la coopération demeure. Et puis on a aussi entraîné pratiquement l'ensemble de leurs pilotes, de leur armée de l'air en Turquie. Donc les liens demeurent. Et puis il n'y a jamais eu de tension, faut le dire aussi, entre l'armée turque et l'armée israélienne. On est plutôt restés bons camarades et on s'échange des informations. Le problème, bien entendu, se situe au niveau politique avec le gouvernement et les décisions du semi-dictateur, et je suis encore gentil, parlant de Recep Erdogan, Jim. Oui, Erdogan, ce ne sera pas notre sujet du jour, une fois n'est pas coutume. Stéphane, on va plutôt s'intéresser au cas de Tsipras. On parlera des liens économiques entre ces différents pays et des avancées qui ont été faites cette semaine dans un instant. Mais moi, la nouvelle m'a choqué. J'imagine que certains auditeurs également. On va avoir votre analyse, Stéphane, dans un instant. Mais Alexis Tsipras, on le sait, très à gauche. Benyamin Netanyahou, on le sait, en tout cas à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, on parle de bonnes relations entre ces deux pays, entre ces deux chefs d'État. Stéphane, expliquez-nous tout ça. Ouais, c'est depuis toujours, depuis l'accession de Tsipras au poste de Premier ministre, il n'y a jamais eu vraiment de tension. Alors, effectivement, si elle a les Chypriotes et les Grecs, c'est presque la même chose. Hein. C'est 2 États indépendants, mais c'est les 2 États qui helléniques et qui parlent grec. Sur leur territoire, et ce sont même bien plus que des alliés. Eh bien, ces 2 pays, auparavant c'était plus délicat. Pour les plus anciens, on peut se souvenir du président Makarios, qui était un homme d'église et qui détestait Israël et les Juifs, et qui a beaucoup aidé les terroristes palestiniens à une époque. Mais maintenant, cette période est révolue. On est dans la période d'amitié. L'amitié sert à exploiter ensemble le bassin est-méditerranéen en matière de gaz et de pétrole. C'est beaucoup de sous, c'est de très gros intérêts. Et avec la Grèce, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous les avons aidés. Je dirais pas beaucoup aidés parce qu'on a des moyens limités, mais on les a vraiment soutenus au moment où la Grèce, notamment, faisait face aux pressions pour la restitution de la dette face à l'Union européenne. Eh bien, le seul pays qui, sans condition et sans intérêt direct, a donné un sérieux coup de main aux Grecs, eh bien, c'est Israël, et les Grecs s'en souviennent. Donc, il y a un mélange. Il y a un mélange de ces facteurs qui crée un très bon résultat. Et puis, les 3 leaders, donc Monsieur Netanyahou, le Premier ministre Alexis Tsipras de Grèce et le président chypriote Nikos Anastasiades se sont rencontrés à Salonique cette semaine, en fait, pour être plus précis, hier.
Et puis Salonique, c'est tout un symbole. Jim, c'était une ville juive ou à énorme majorité juive. C'était aussi une ville de laquelle 95% de la population, donc la population juive, a été exterminée par les nazis, envoyés à Auschwitz. Et les trois leaders s'y sont réunis pour mentionner cela, et puis pour poser la première pierre d'un musée de l'Holocauste qui s'établira à Salonique. C'est peut-être pour illustrer la mentalité grecque et ce rapport, donc c'est un rapport de proximité immédiate et ces mélanges. Eh bien, j'ai retenu en commentaire historique, je crois qu'il a été effleuré par Benjamin Netanyahu, et il raconte la chose suivante. Je disais donc que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont allés vers le maire et le curé de Zakynthos, qui est une île de la mer Ionienne, et leur ont demandé la liste de tous leurs juifs, bien entendu pour les emmener à la déportation et à la mort à Auschwitz. Et quelques heures plus tard, le maire et le curé sont revenus avec une liste, mais sur la dite liste, il y avait seulement 2 noms qui étaient les leurs. Et les deux Grecs ont dit à l'officier nazi, prenez-nous, c'est nous les Juifs de Zakynthos. Et en fait, ils ont été pris, et je crois qu'ils ont été même exécutés à Auschwitz. Donc il y a ce côté résistance. Les Grecs ont résisté admirablement, d'abord aux attaques de l'armée mussolinienne en Albanie, lui infligeant une défaite honteuse. Et puis après, pendant toute la guerre, en résistant aux nazis, les Grecs sont des gens fiers, des combattants, et il y avait beaucoup de juifs dans la résistance, il y a beaucoup de juifs dans l'histoire grecque, notamment certains généraux qui sont vénérés dans toute la Grèce, et quand même leur musée à Athènes, ce qui ne veut pas dire que les relations ont toujours été idylliques, mais en tout cas toujours très proches. Donc il y avait également cet aspect de proximité lors de cette triple rencontre, et puis qui a été marqué par beaucoup de signes d'amitié vraie. Donc il y a le commerce, il y a la stratégie, il y a l'énergie, il y a la haute technologie dont ils ont discuté. Puis on voyait que ces trois personnages étaient amis, et puis ils sont en train de développer un pôle dans l'est de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à la place d'être des assistés sans arrêt, eh bien, je dirais que c'est 3 pays qui ont les mêmes valeurs au niveau démocratique. C'est les seules vraies démocraties de la région. Eh bien, il veut utiliser ces valeurs pour se développer, pour développer des outils qui permettent d'augmenter la richesse des populations et pour devenir de moins en moins dépendants de l'aide des autres pays, notamment de l'Europe et des États-Unis. Et ça, c'est la meilleure chose qu'un pays peut faire, c'est de se prendre en main. Et Jim, si on regarde un petit peu les projets réels, tangibles, qui ont été plus qu'envisagés à Salonique, donc décidés. Parlons par exemple, citons brièvement le Premier ministre turc Alexis Tsipras. Il a dit « Nous nous sommes entendus pour accélérer nos efforts conjoints concernant la construction de vastes projets qui ouvriront de nouveaux horizons de coopération économique dans l'Est méditerranéen. » Eh bien, dans les faits, il parle surtout de la construction d'un gazoduc de 2000 km de long qui amènera le gaz des plateformes, surtout israéliennes, du bassin est-méditerranéen vers Chypre, la Grèce, l'Italie et partant le marché européen. C'est un projet de 6 milliards d'euros, hein. C'est quand même assez énorme. Bibi parle d'une révolution et on comprend assez bien ce qu'il dit. C'est vraiment une révolution parce que ce qu'on sait d'Israël, c'est qu'elle a à coup sûr 900 milliards de mètres cubes de gaz en réserve, mais les spécialistes parlent de 22 milliards de mètres cubes en réserve. Chypre, pour sa part, 128 milliards de mètres cubes en réserve. Alors, c'est que des chiffres. Alors, mais quand je parle de 22 milliards
pour Israël, on peut donner comme référence, ça place Israël au 4e rang des détenteurs de réserves de gaz mondiaux. Derrière l'Iran, 34 milliards, la Russie, 31 milliards, et le Qatar, presque avec les mêmes réserves qu'Israël, à 25 milliards. Ça change l'économie d'Israël. Ça change l'économie de Chypre, et la Grèce qui n'a pas ou qui n'a pas encore trouvé de gaz dans sa partie de la Méditerranée ou sur son territoire sec, eh bien la Grèce entend devenir un hub, c'est-à-dire en centre de transport d'énergie, et va utiliser au maximum ce lien avec Israël. Maintenant, ce gazoduc n'est pas à l'état de pré-projet, mais on est à quelques mois du coup d'envoi du projet, à quelques années du début de la réalisation, notamment avec sur les 6 milliards d'euros que ça va coûter, prévu, c'est le genre de projet qui va finir à 12-13 milliards d'euros, il y a toujours des dépassements, eh bien 1,5 milliard vont être fournis par l'Union européenne. Donc c'est vraiment un méga projet. Ça nous ramène évidemment à l'idée des Turcs qui se baladent à côté des forages israéliens et chypriotes avec leurs bateaux de guerre, avec une grande tension, et puis un grand investissement militaire et financier israélien pour protéger ces forages. Il y a une dizaine de forages, et puis il faut faire attention que les terroristes, notamment en provenance du Liban, mais pas uniquement, ne les fassent pas sauter. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement grand. Puis un autre projet qui nous plaît beaucoup, Jim, c'est qu'on va immerger un câble électrique pour acheminer l'électricité produite en Israël, d'abord vers Chypre, ensuite vers l'île grecque de Crète, puis vers la Grèce continentale et vers l'Europe. Alors ça aussi c'est une révolution, Jim, pour une raison assez simple, c'est que ces pays, mais surtout Israël, souffrent de leur isolement en matière d'énergie électrique. L'énergie électrique, nos auditeurs le savent peut-être, mais peut pas être stockée, c'est-à-dire que quand vous en produisez, si vous la vendez pas, eh bien elle est perdue. Alors, ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a des réseaux d'échange. La Belgique, quand elle en produit trop, eh bien, l'envoie automatiquement en France et en Allemagne, et vice-versa. Donc, on utilise la quasi-totalité de ce qu'on produit, et puis comme ça, on économise beaucoup d'argent. Et puis, si on n'a pas la capacité d'échanger, eh bien, on doit fabriquer une surcapacité de production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays comme Israël se trouve sans électricité, alors qu'il y a des différences dans la consommation énormes entre le printemps et l'automne où on n'en a pas beaucoup besoin, et l'été où tous les airs conditionnés du pays fonctionnent, et l'hiver où il faut chauffer. Donc ça va obliger un pays comme Israël à construire des capacités de production de plus de 200 fois ses nécessités pour couvrir ses pics. C'est-à-dire quand il fait très chaud, on ne peut pas imaginer que le pays n'ait pas d'électricité. Alors avec ce câble qui va nous relier à l'Europe, eh bien quand nous produisons trop d'électricité, on va faire comme ce que fait la Belgique, en envoyer en Europe, et quand on n'en produit pas assez, on va en importer, on va économiser, je vous l'assure, des milliards d'euros. Stéphane, nous, ce qu'il va falloir qu'on économise, c'est un peu de temps parce qu'il est déjà 8h passé de 23 minutes. Donc, je vais tout de même vous laisser quelques secondes pour conclure, mais je vais devoir vous demander d'être assez bref. Oui, j'ai presque fini, mais simplement, on imagine avec les auditeurs ces deux projets, donc amener le gaz israélien en Europe, et puis connecter en fait Israël au réseau européen électrique. C'est des projets énormes et tout le monde y trouve son compte parce que ces deux conduits passent par Chypre et par la Grèce. Ça va nous lier pour très longtemps, et si tout va bien, eh bien ça va même modifier le niveau de vie économique en Israël, et ça a la potentialité de faire d'Israël, je dirais sous 10 ans, 15 ans, un pays riche, et c'est de belles perspectives, Jim.
De belles perspectives qu'on continuera à suivre d'ailleurs dans Bruxelles. Mais tu l'as tous les vendredis matins, tout l'été également. Stéphane, 8h passées de 24 minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis Métula. Avec toujours le même et immense plaisir. Je vous souhaite un bon week-end à Bruxelles. À vous aussi, à tous vos collaborateurs de la Métula News.